Bon bah voilà, je m'appelle Rémi Lange, j'ai réalisé pour l'instant un film qui s'appelle Omelette nez de pied, entre parenthèses. Je pourrais expliquer pourquoi j'ai voulu ce deuxième sous-titre. Voilà, Alors vas-y, commence par expliquer le deuxième titre. expliquer le deuxième titre. Disons que, comme je l'explique dans le film, j'ai voulu mettre la fiction entre parenthèses. Or, le scénario de fiction que j'ai voulu mettre entre parenthèses, il s'appelle Nez de pied, c'est pour ça que. Enfin, le sous-titre, c'était pour symboliser la mise entre parenthèses de la fiction, quoi. Et pourquoi les deux pieds? Nez de pied, c'était un peu compliqué par rapport au scénario, au contenu, quoi. Bon, déjà, il y avait une inversion dans le titre, parce que bon, il y avait un rapport, une mise en abîme, c'est une histoire de cinéma dans le cinéma aussi d'ailleurs, qu'on retrouve là. Et, euh, et donc il y avait ça, puis c'était en même temps un pied de nez au spectateur commercial qui va au cinéma comme dans un fast-food. Donc au début, ça commençait comme un film normal, un film narratif classique, un grand film hollywoodien, une belle romance d'amour. Et en plein milieu du truc, ça s'arrêtait, il n'y avait plus de fil conducteur. Donc le film se cassait. Et après, on venait aux spectateurs qui étaient dans la salle, qui se demandaient ce qui se passait. Et après, il y avait une confusion entre ce qui se passait dans la salle et ce qui se passait à l'écran. Ça, Omelette aussi. Omelette, on retrouve la mise en abîme du cinéma et on retrouve l'idée du cinéma en train de se faire. Et on retrouve beaucoup d'éléments du scénario, mais cette fois-ci, ça se passe dans la réalité, parce que le scénario, c'est une fiction qui parlait de ces problèmes de mise en abîme, et maintenant je me suis dit que la meilleure façon de mettre en abîme, ce serait de mettre en abîme le scénario où je parle de mise en abîme. Donc là, je trouve ça, il y a un autre degré qui me semble plus intéressant que de faire une fiction où tu parles d'une mise en abîme. Donc en fait, tu l'as vachement travaillé, tu l'as pensé fortement quoi, pour arriver à déjà juste à ton titre et la construction de ton film, elle s'est faite comment dans ta tête? Non, la construction du film, enfin de mon journal, elle s'est faite. Ouais, bon, disons qu'il y a de grands moments. Il y a le moment où tu fais le journal, où tu prends les vues, quoi. Et puis le moment où tu le montes, où tu montes les bobines telles qu'elles sont sorties de la caméra, quoi. Donc le film, il s'est fait réellement au montage et la construction aussi. Donc c'est-à-dire que il y a des choses qui sont faites plus ou moins de façon inconsciente aussi pendant le montage, c'est-à-dire que par exemple, maintenant j'arrive à trouver une sorte de structure entre certaines scènes qui encadrent le développement du film. C'est-à-dire, au début, il ne se passe pas grand-chose. Après, on arrive, il y a la scène d'Olivier, donc de l'ami séropositif là, que je connais, qui arrive au début, qui arrive à la fin aussi, qui encadre mon histoire à moi. Et au même moment, il y a la scène, après, la deuxième encadrement, c'est les deux scènes avec Joseph Murner et mon père. C'est-à-dire que mon Joseph Murner, je le vois maintenant comme un substitut de mon père, comme si j'avais euh, transféré l'amour ou la gêne que j'ai pour mon père avec Joseph au moment où je l'ai rencontré comme ça, je le connaissais pas. Et cette façon de lui parler d'homosexualité, c'était au lieu de le dire à mon père, avant, comme c'était encore peut-être trop dur pour moi de le dire à ce moment-là, je l'ai dit avant. J'en ai parlé, si tu veux, à une personne que je considère maintenant comme presque le substitut de mon père, mais c'était pas clair du tout quand je l'ai fait, quoi. Au moment où je l'ai fait, je pensais pas du tout à ça. Pour moi, c'était un cinéaste que j'adorais enfin dont j'admirais la démarche surtout, parce que lui-même je le connaissais pas. Je peux pas admirer aimer quelqu'un que je connais pas. Le fait d'avoir attendu si longtemps pour le dire à ta famille, et le fait d'avoir pris une caméra, c'était pourquoi la caméra? Déjà, pourquoi la caméra? Leur dire comme ça
Disons que j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu faire un film, et puis j'arrivais pas, je pense que tout était dit, j'arrivais pas à faire de film, parce que à chaque fois que je me retrouvais à écrire le scénario, pendant 2 ans j'ai réécrit ce scénario, en même temps en parallèle je faisais mes études, je finissais mes études, donc je pense que si j'arrivais pas à écrire ce scénario, c'est parce que c'était pas quelque chose de sincère, il y avait quelque chose qui me gênait. Et ce qui me gênait, c'est, en fin de compte, dans un cinéma de fiction traditionnelle, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et ce qui me gênait, je pense que c'était ça, c'est-à-dire que l'hypocrisie, elle prend la forme d'une couche, d'imagination que l'auteur projette sur chacun de ses personnages. Pour moi, c'est ça. Et en même temps, je trouvais ça très dictatorial de faire jouer à quelqu'un un acteur, une actrice ou même un homme professionnel, au contraire, de faire jouer à quelqu'un des scènes que j'ai imaginées ou de faire endosser à quelqu'un un personnage que j'ai inventé moi. Je trouvais ça très dictatorial. Et donc, du jour au lendemain, je me suis dit, ça me convient pas. Ce qui me convenait pas, c'était le fait que j'impose une censure peut-être ou une forme d'autoritarisme sur des personnages existants. Et moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était chacun a sa valeur chacun a quelque chose d'unique, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de saisir le côté unique, l'unicité de chaque personne, quoi. Peut-être pas le côté naturel forcément, mais le côté unique, quoi. Tout est unique, si tu veux. Donc la personne, les conditions qui l'ont fait naître, sociales, biologiques et tout ça, tout le monde est unique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir le caractère propre, singulier de chaque individu, quoi. Donc faire une fiction, c'était trop... il y avait un blocage, quoi. Je pouvais pas. Et donc du jour au lendemain, j'ai décidé en même temps d'abandonner toutes les censures que je m'imposais et qu'on m'imposait de l'extérieur sous la forme des interdits sociaux et des conseils des parents, etc., quoi. Donc je me suis débarrassé de tout ça, de toute la censure morale que la société peut nous infliger à travers nos parents ou à travers nos éducateurs. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai aussi décidé de me débarrasser de toute la censure ou de tout ce qu'on pouvait, de tout ce qu'un auteur peut imposer à quelqu'un d'emblée, tu vois. Je voulais, me libérer de tout ça, quoi. Que les gens soient libres, qu'ils soient libres devant une caméra, comme moi je peux être libre par rapport à une vie personnelle, quoi, ou un désir propre. Tu as fait jouer ta famille en fait, donc tu connaissais très très bien les personnes, mais le fait de ne pas leur avoir dit, tu avais un message à leur dire, tu avais quelque chose de propre, personnel à leur dire, mais le fait de ne pas leur avoir dit que tu faisais un film en même temps, ou comme à la fin, de ne pas avoir dit à ta sœur que tu l'enregistrais au téléphone, t'as pas l'impression de les avoir trahis pendant un moment donné? Parce que montrer... Tu faisais ton film pour toi, mais maintenant tu l'as montré à des tas de téléspectateurs, des gens qui vont aimer, spectateurs, des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, des gens qui vont avoir de bonnes critiques, d'autres de mauvaises critiques. T'as pas peur que ça atteigne en fait ta famille, ta propre famille? Non, parce que premièrement, quand ils étaient filmés, ils savaient très bien qu'ils étaient filmés, que j'allais en faire un film. Donc là tout était clair. Bon, après il y a le travail que tu fais à partir des images que tu as fait d'eux. Donc là bien entendu j'aurais jamais montré le film sans leur autorisation écrite. J'ai demandé à ce que ce soit écrit pour que ce soit qu'ils prennent leur engagement aussi, qu'ils me disent pas oui je te demande autorisation du jour au lendemain, qu'ils me disent ah non j'ai plus envie. C'est-à-dire qu'ils prennent une décision nette, tu vois, définitive, quoi, en le mettant sur le papier. Et puis quand ma sœur, quand j'ai enregistré ma sœur, on la voit de moi. Certes, elle le savait pas, mais bien entendu,
je lui en ai parlé et je lui ai montré le résultat et je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa voix et son enregistrement, tu vois, l'enregistrement qui a été fait à son insu. Je l'aurais jamais fait sans leur autorisation. Mais tu les as filmés plusieurs fois ou tous les plans qu'on a vus, ils ont été tournés qu'une seule fois? Je veux dire, dans un film, bon, bah, on fait séquence 1, plan 2. Tu les as répétés, ces plans, ou les plans où tu parles à ta sœur? Donc, c'était les premiers. C'était les premiers, parce que si je leur avais dit avant, bien entendu, il n'y aurait pas eu cette réaction plus ou moins spontanée. Enfin, bon, on peut en parler, il y a un problème par rapport à leur spontanéité quand il y a une caméra. Mais bon, si je leur avais dit, ils n'auraient pas du tout eu la même réaction. Et puis, par contre, je me suis répété la scène où ce que je pouvais leur dire, ou comment relancer en cas de silence ou de trou dans le récit, quoi. En cas de trou dans le récit, je me suis dit, bon, bah, faut que j'invente des phrases, ou comment je peux relancer la chose, comment je peux faire que le rythme ne se perde pas pendant la scène, parce que c'était avant tout penser la scène en matière de, pas de mise en scène, mais de cinéma, quoi. Comment ça pouvait être vu par un spectateur après. Donc si je laissais, parce que tu sais, à un moment c'est facile de se laisser aller et puis tu as un gros trou et puis un grand vide. Bon, tu peux toujours couper en montage, mais je préférais que les choses aient plus d'entrain, voilà, que les choses viennent des mêmes. Mais elle pouvait, si tu veux, j'ai répété les scènes, mais dans ma tête, quoi. C'est-à-dire, j'ai préparé certaines phrases que j'allais leur dire, du genre quand je dis à ma grand-mère, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, ça je l'ai pensé avant. Je me suis dit, je vais lui dire. Justement, dans tes dialogues, le fait que le mot homosexuel n'apparaisse pas, il y a une raison? Ouais, bien sûr. Alors ça, ça va peut-être être un peu long. J'espère que je vais retrouver les raisons réelles qui m'ont poussé à ne pas prononcer ce mot. Bah, la raison principale, c'est que le mot homosexuel, c'est un mot qui date fin 19e, qui a été inventé par des médecins. Et si tu veux, pour moi, le but à l'origine, je crois que c'était un médecin qui faisait ça pour que des gens se reconnaissent sous cette étiquette, hein, et qu'il y ait un réel combat à mener pour dire aux gens, on existe, vous devez nous reconnaître comme tel. Or, le danger, c'était que des gens s'enferment sous une étiquette, sous une catégorie qu'on leur impose de l'extérieur, là aussi. Donc, pour moi, employer ce mot-là, c'est employer le mot d'une catégorie, excuse-moi, j'arrive pas à trouver mes mots. Employer le mot d'un représentant médico-légal qui était fait pour emprisonner les gens et pour mieux les ghettoiser. C'est-à-dire que quand tu emploies un mot, en même temps, tu rentres dans une certaine catégorie. Il y a aussi hétérosexuel. Oui, mais c'est aussi... Pour tout le monde. Donc on est classé. Le mot hétérosexuel, c'est aussi un ghetto pour moi. Mais il y a aussi, tout ça pour dire qu'il y a eu des mots, avant le mot homosexuel, qui étaient bien plus larges. C'est-à-dire qu'il y avait un mot, par exemple, je ne sais plus de quand il date, je ne suis pas expert en la matière, qui était le mot sodomite. Bon, alors c'est peut-être pas beau pour nous, c'est peut-être des connotations péjoratives ou, pour nous, mais à l'époque, ça désignait aussi bien des gens hétérosexuels qu'homosexuels. C'était des gens qui avaient, je ne vais pas expliquer dans les détails, mais bon, voilà, tu vois, c'était une catégorie qui cassait cette dichotomie, cette séparation entre homo-hétéro. Et après, il y a eu d'autres mots qui sont un peu moins connotés de façon médicale, qui sont gays, lesbiens, mais qui ont aussi créé déjà une division à l'intérieur de l'homosexualité. Il y a d'un autre côté, il y a des gays, après des lesbiennes, encore une division supplémentaire. Alors que maintenant, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, il y a un autre mot qui commence à apparaître, c'est le mot queer. Et le mot queer, ça désigne toutes les formes de sexualité non destinées à la procréation. Alors, par exemple, ça englobe aussi bien un homme marié qui a une relation avec un homme de temps en temps, que deux hétérosexuels qui ont des relations sadomaso, voilà, ou que deux lesbiennes qui font l'amour, tu vois. Ça englobe, c'est une catégorie bien plus large, mais en France, on en est resté au mot homosexuel. Et à partir de combien, par exemple,
À partir de combien de... Qu'est-ce qui définit quelqu'un d'homosexuel? Est-ce qu'on est 100% d'une chose, 100% de l'autre? J'y crois pas, moi. Sinon, on est pur, quoi. Est-ce que je suis purement homosexuel? J'y crois pas. Je ne suis pas 100% homosexuel non plus. Et, l'autre chose, c'est que à partir de combien de fois, par exemple, devient-on homosexuel? C'est... Là, c'est... Tu as été tout de suite attiré vers les hommes ou tu as eu des relations avec des femmes avant? J'ai eu une, mais c'est peut-être pas mon désir propre. Je pense que si j'avais des relations avec des femmes, c'est parce que il y avait... si tu veux, il y avait... je voulais faire comme tout le monde, peut-être, ou je n'osais pas affronter mon propre désir, quoi. Tu t'es senti différent? Et tu te Pendant un certain temps, ouais, je me suis peut-être senti différent. Mais puis maintenant, pas du tout. Au contraire, je voudrais casser justement la différence, parce que le principe du racisme, c'est je suis pas différent de toi, que ce soit ou de n'importe qui, je veux dire, que ce soit par rapport à la couleur de ma peau, par rapport à ma sexualité. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Simplement, je comprends pas quand on dit, quand la communauté gay disent je suis différent de vous et cultivons cette différence. J'y crois pas, moi. C'est pas parce que on a un rapport différent au corps ou je sais pas qu'on est différent, quoi. Tu n'avais pas encore ce genre de raisonnement. Tu réagissais comment face aux autres? Parce qu'en général, quand on est petit, on va balancer des mots sans connaître la signification. Mais toi, ça te faisait quoi? Puisque le fait, par exemple, je sais pas, quand le fait que quelqu'un... Enfin, tu le montrais, ton attirance, quand tu étais petit ou pas? Non, bah, tu peux pas le montrer. Je veux dire, il y a tant de choses qui te font... Je veux dire, on t'en parle pas à l'école, hein, ça n'existe pas. Où le mot est tabou, il faut surtout pas le prononcer, où il est prononcé que sous forme d'injure. Les parents, surtout pas, le problème n'est jamais abordé. Les médias, à l'époque, quand j'avais 7 ans, 8 ans, je veux dire, il n'y avait rien à la télé, quoi. Si, je me souviens d'une émission, une des toutes premières, si ce n'est la première émission en France qui a été consacrée au sujet. Je m'en souviens, on l'avait regardée avec mes parents. Et moi, ça m'avait touché quelque part. Je ne sais pas où, mais je savais pas pourquoi ça me touchait à ce point-là, quoi. Est-ce que c'était le fait de voir des êtres humains nus déjà? Parce que bon, ils montraient 2 hommes qui se tenaient la main nus, je m'en souviens. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était la nudité? Ou est-ce que c'était le fait que ce soit 2 hommes ensemble? Je ne sais pas. Enfin, bon. En tout cas, toujours est-il que enfin, c'était même pas de l'ordre du conscient, quoi. Je veux dire, moi, je sais très bien que tout petit, j'avais des désirs. C'était là déjà, bien sûr. Mais c'était pas de l'ordre. C'est pas des choses que. C'était des pensées. C'était sous forme de pensées, de désirs, d'élan intérieur, quoi. Donc, tu peux pas. Je pense que tu n'es pas en âge de pouvoir prendre une distance par rapport à tes sentiments et tout ça. Tu sens que ici, les gens qui ont vu ton film, certains ont des regards différents sur toi? Forcément, de toute façon, à partir du moment, même si c'était pas, même si le problème, enfin, si ma vie, moi, je parle pas de vie sexuelle parce que justement, je veux pas employer aussi le mot homosexuel parce que ça met l'accent sur la sexualité et le sexe. Alors pour moi, c'est pas forcément ce qui définit entièrement tout, quoi. Donc enfin, si tu veux, ils ont un autre regard sur moi, c'est-à-dire sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ma tête, de mon cœur, enfin de ce que je peux avoir. Non. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour et... C'est aussi drôle de connaître les pensées intimes de quelqu'un, parce que c'est rare. Parce que dans les relations de tous les jours, on ne parle pas aux gens, ou quand on parle, c'est toujours superficiel, on ne va jamais au but, on prend toujours des formules de politesse qui pour moi limitent la communication. Et moi, ce que j'aime bien, c'est connaître quelqu'un. C'est pas dans le but de fouiller à l'intérieur de façon perverse. C'est simplement d'avoir une communication directe, sans interdit, sans contrainte, dans la direction du discours. Si tu te trouvais face à toute une foule
de gens qui considéraient que vous êtes différents, qu'il faudrait carrément vous exterminer, tu leur dirais quoi à ces gens? Si tu devais résumer en une phrase, tu leur dirais quoi? Ton cri, ça serait quoi? Je sais pas ce que je peux leur dire. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire pour changer les gens. Je pense qu'il faut déjà les toucher, enfin les émouvoir déjà. Je pense qu'avant tout discours et avant n'importe quelle création de loi extérieure, je pense que c'est de les toucher de près, c'est-à-dire de les toucher de façon émotive et non pas rationnelle, quoi. Donc, quel serait un cri formulé je sais pas, le cri pour moi c'est le c'est c'est de faire un film comme ça, peut-être, je sais pas, c'est simplement ça, d'abord, enfin pour moi le thème du film c'est pas l'homosexualité, hein. C'est la découverte d'une intimité avant toute chose, parce que j'aurais peut-être très bien pu faire le même film par exemple si j'avais été noir, si j'avais été blanc dans une famille bourgeoise et que j'annonce à mes parents que l'homme de ma vie c'est un grand noir par exemple, tu vois, j'aurais pu faire, tu vois, mais bah, je vais répéter la même phrase que Joseph avait écrite il y a quelques années. Là, ça fait partie de ma vie. Maintenant, j'en parle plus, quoi. Enfin, je pense que là, j'avais besoin de mettre l'accent là-dessus, et puis parce que je pensais que ça allait faire un film avec un peu de suspense. Et bon, voilà, quoi. C'était aussi pour ça, parce que ça n'avait pas été fait avant, etc. Donc, je voulais faire aussi quelque chose d'original, quoi. Et, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, mais oui, je sais que le prochain, si j'arrive un jour à monter ce que j'ai déjà tourné, parce que j'ai déjà tourné 50 minutes, même plus, mais c'est pas monté, je vais sûrement rajouter des scènes aussi d'autres moments et en retirer d'autres déjà filmés. Enfin, le prochain, ce sera là de façon naturelle. Ce sera plutôt des problèmes à l'intérieur d'un couple, qui en l'occurrence sera constitué de 2 hommes, c'est tout, quoi. Ce sera moi et Antoine, par exemple. Peut-être que je vais raconter ça. Il a pris comment le fait que tu fasses un film sur vous? Parce qu'en fait, c'est votre vie à tous les deux. Non, il a pris plaisir. Enfin, au tournage, ça se voit, quoi, ça se sent. Et puis, je pense que, comme lui n'arrive pas, enfin, il a 32 ans, mais il n'arrive pas à en parler à ses parents. Enfin, il vit dans une famille bien plus je veux dire, ancré dans les normes et dans les traditions que la mienne, quoi. Donc c'est forcément plus dur. Et comme lui n'a pas réussi à apprendre à le dire, je pense que d'une certaine façon, ça lui a évité de dire les choses clairement, de faire un film où lui-même est mis, où sa vie privée, enfin, intime, hein, est mise en relief, quoi. Donc je pense que ça l'a un peu soulagé d'en parler, justement, d'être intégré dans ce film. Dans ton film, toi, tu as découvert quelque chose, puisque quand tu l'as dit à ta mère, elle a eu une réaction qui était... Enfin, je sais pas, et quand j'ai vu que ta mère, elle levait même pas la tête, elle trouvait ça normal pour elle, mais elle t'a appris quelque chose, et ça t'a fait quoi sur le coup? Bon, je le dis dans le film, enfin, tout ce que ça m'a fait... avec le recul... au premier abord, c'était un peu difficile à assumer. Et puis, d'un autre côté, après, j'étais très content que ce soit comme ça. D'abord, ça a augmenté, ça a créé un deuxième suspense pour le film, parce que je pense que c'est aussi ça l'important. Et puis, d'un autre côté, parce que ça me rapprochait de mon père, quoi. Et puis, je sentais qu'une discussion allait pouvoir se nouer, quoi, entre lui et moi. Pourquoi ta sœur, on la voit déguisée après? C'était parce que c'était juste avant, c'était au mois de juin 92, sortait La Sentinelle de Pléchin, je sais pas si tu l'as vu. Et et dans une des interviews, il disait qu'il fallait toujours faire quelque chose aux acteurs. Donc moi je me suis dit, bon, il y aura déjà en tant que parole, enfin un dialogue, ça allait être sûrement fort, même si c'était improvisé plus ou moins
je veux dire, estropiées ou bancales, des fois, certaines fois. Donc d'un point de vue dialogue, ça allait être fort, mais il fallait leur faire faire quelque chose en plus. Donc je me suis dit, chacun, je vais leur faire faire quelque chose. Donc ma mère, je lui ai demandé de lire son journal. Ma sœur, c'est tombé complètement par hasard, c'est-à-dire que je voyais quand je lui parlais, quand elle me parlait de sa vie et tout ça, je regardais aussi, enfin, c'était pas moi qui regardais forcément, c'était la caméra qui filmait. Alors moi, de temps en temps, j'ai détourné. Enfin bon, il y avait sur une chaise un déguisement qui traînait pour aller à l'année soirée déguisée après. Et donc je me suis dit, tiens, on va lui... tiens, c'est plus de déguisé, quoi. En plus, je savais pas comment... Je voulais repousser, donc... enfin, tu vois, c'était un peu dur, donc c'était... Une fois qu'elle s'est déguisée, bon, bah... En fin de compte, maintenant, je trouve que ça tombe très très bien, ce déguisement, parce que sur le coup, j'ai pas réfléchi, mais si tu veux, bon, elle est un peu déguisée, un peu... Ça fait un peu pute, quand même, hein, faut bien le dire, son déguisement. C'est pas de sa faute, c'est ni de la mienne, c'était un déguisement qui était comme ça. Donc moi je trouve ça très bien parce que ça pose la question essentielle, c'est devant la caméra, est-ce que je vais m'offrir à des inconnus ou pas, quoi? Est-ce que je vais me dévoiler, me mettre à nu à des gens que je connais pas ou pas? Ça pose cette question-là pour moi, c'est lié à ça. Et en même temps, ça va un peu, ça va dans le sens de sa réaction qui est la réaction un peu conventionnelle, stéréotypée du sans être méchant, du français moyen, quoi. Ouais, bah oui. Hier, tu me disais que le film s'adressait en grande partie aux adolescents. Là, à la caméra, si tu avais quelque chose à nous dire maintenant, à nous, ça serait quoi? Non, mais vraiment, je pense que le film, d'abord, ça s'adresse pas uniquement aux gens qui sembleraient concernés, c'est-à-dire les homosexuels ou aussi les parents des homosexuels, tu vois, ça s'adresse à tout le monde, y compris. Enfin, je pense que moi j'aimerais bien. J'ai déjà fait une projection à une classe et bon, enfin, ils avaient du mal à parler, quoi, à vrai dire, mais bon, c'est peut-être un peu dur aussi, même pour moi après, ou surtout au début, quand je le revoyais, c'était un peu dur d'en parler quand même, c'était un peu trop frais. Mais non, le principal truc, c'est faut parler, quoi, et surtout n'hésitez pas à parler de tout à vos parents, quoi. Et je sais que c'est hyper rare et c'est hyper dur, et je pense que et puis essayez de rendre vos parents tolérants, et que ce soit par rapport à votre vie intime ou par rapport aux choses un peu extraordinaires que vous pouvez faire dans la vie, quoi. Parce que est-ce qu'on fait toujours des choses normées comme on nous apprend à la télé, à l'école ou dans nos familles? Non.